Je ne pense pas exagérer si je dis que l'arc Wano Kuni était l'arc le plus attendu de One Piece. L'arc a suivi son cours pendant plus de 10 ans, et on a pu voir un aspect du monde de One Piece qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Pour rappel, toute la saga constitue la première grande aventure dans le Nouveau Monde, une partie où résident les personnes les plus dangereuses de l'univers d'Eiichiro Oda. Pour vous donner une idée de la taille de cette histoire, Kaido est mentionné comme l'antagoniste de cette saga pour la première fois dans l'arc Punk Hazard, au chapitre 696 sorti en 2013, et sa première confrontation avec Luffy se fait au chapitre 923, soit 5 ans plus tard. Toutes ces péripéties se sont conclues il y a quelques mois à peine, lors de la fin de la bataille d'Onigashima. Même si le rythme des chapitres et certains choix éditoriaux étaient plus que discutables, j'ai déjà fait une vidéo pour donner mon avis sur l'acte 3 de Wano Kuni, même si elle date un peu, je trouve qu'elle reste intéressante, l'arc a globalement comblé tout le monde. En même temps, après une nouvelle transformation pour Luffy, un power-up pour Zoro et Sanji et globalement le chamboulement total de l'équilibre du monde, il y a eu à boire et à manger pour tout le monde. Tout ça pour dire que, après tout ce temps consacré à une aventure pareille, et avec toutes ses conséquences, on pouvait légitimement se demander qu'est-ce qu'Oda nous réserve pour la suite. C'est comme ça qu'après le caméo de Shanks auquel on a droit tous les 2 ans, on a eu les quelques chapitres qui ont introduit l'arc Egghead. Ces chapitres en eux-mêmes sont assez mémorables, mais j'avais envie de faire une vidéo pour donner mon avis sur l'arc, du moins pour ce qu'on en sait actuellement. Au moment où j'écris cette vidéo, le chapitre 1080 vient de sortir. Même s'il est plus ou moins présenté comme un arc de transition, c'était assez logique après tout ce qui s'est passé de nous donner un arc un peu moins chargé, histoire de souffler avec tous ces événements, Egghead s'est révélé bien plus riche que ce qu'on pouvait imaginer. Je tiens à préciser que comme j'avais pu le faire dans ma vidéo sur l'arc Shibuya de Jujutsu Kaisen, je risque de spoiler un peu cet arc, mais je vais essayer de ne pas rentrer dans les grandes lignes, histoire de pas vous gâcher le plaisir si vous ne connaissez pas l'intrigue principale, ou si vous n'êtes juste pas à jour sur les derniers scans qui sont sortis. Naturellement, si vous préférez vous mettre à jour dans One Piece juste avant, je vous comprends totalement, mettez cette vidéo dans votre playlist à regarder plus tard, et revenez une fois que c'est fait. Et si vous aimez ce que je fais, comme d'habitude, je vous encourage fortement à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Actuellement, plus de 85% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Cliquez sur le petit bouton en bas de votre écran, c'est la meilleure façon de me soutenir, puisque ça me permet d'apparaître beaucoup plus dans les recommandations de YouTube. Merci à tous, et bon visionnage. L'arc Egghead est le 32e arc de One Piece. C'est le premier arc depuis la fin de la saga des 4 empereurs et le premier arc qui introduit la saga de la guerre finale. L'arc commence au chapitre 1059, l'île est d'abord mentionnée par la marine et il est révélé 2 chapitres plus tard que les chapeaux de paille vont s'y rendre et commence officiellement à partir du tome 105. Après leur victoire contre Kaido et l'acquisition du 3e Rod Poneglyph, Luffy et l'équipage partent à la recherche de celui qui leur manque. Pendant ce temps, de nombreux personnages entrent en mouvement afin de se préparer à la grande bataille qui s'annonce. Que ce soit pour trouver le One Piece dans le cas des pirates, pour préserver l'histoire mise en place pour le gouvernement mondial, ou pour renverser le système établi chez les révolutionnaires. La rencontre de Luffy en pleine mer avec Jewelry Bonny va les conduire sur une île possédée par le gouvernement mondial. Une île habitée par un personnage très énigmatique, un scientifique dont la couche de mystère n'a fait que s'épaissir à travers les arcs, le Dr Vegapunk. Effectivement, l'arc est pensé comme un arc de transition, mais Oda nous révèle beaucoup d'informations en quelques chapitres à peine. Tout ça a pour but de nous préparer à la conclusion du manga, qu'il s'agisse des fruits du démon, les plans des différents empereurs et des supernovas, ou des relations qu'on ne connaissait pas entre certains personnages, ce qui nous permet de théoriser sur leurs objectifs. Le fait que Egghead ait des chapitres très denses en informations ne lui enlève pas sa qualité d'arc de transition. Pour rappel, un arc de transition est un arc plutôt court, et qui a simplement pour but de conclure l'arc précédent et d'introduire celui d'après. Prenons un exemple. Pour rester dans le thème du Big Three, on peut citer l'arc Fullbring de Bleach. Il est assez court, une 50aine de chapitres, là où l'arc Soul Society en dure 180, permet d'introduire le retour d'Ichigo en tant que Shinigami après sa victoire contre Aizen, et nous prépare à la guerre Quincy qui vient ensuite. Donc même si clairement on n'a pas le temps de s'ennuyer ici, le but de cet arc aura quand même pour but de nous dire sur quelle île comptent aller Luffy et son équipage, et quels seront les enjeux qui se joueront par la suite. La chose la plus remarquable dans cet arc, et personnellement ce que je préfère, c'est qu'absolument tous les camps qui composent l'univers de One Piece sont en mouvement, même ceux qui nous sont teasés depuis des années. Les révolutionnaires sont l'exemple le plus parlant. Le personnage de Dragon est toujours resté énigmatique jusque-là, et là on apprend les raisons qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait, ses relations avec certains personnages, et ça ne m'étonnerait pas qu'on sache dans les chapitres qui vont venir quels sont ses plans avec son armée. Ma petite théorie est qu'on en apprendra plus à travers les souvenirs de Kuma. Il les a cédés à Vegapunk pour une raison précise, et on saura aussi pourquoi il a décidé de devenir volontairement un esclave des dragons célestes. Im est un bon exemple aussi, un personnage n'étant apparu que dans 3 chapitres si ma mémoire est bonne, un personnage tellement énigmatique que certains youtubeurs anglais fans de top puissance l'ont placé en première position. Bah oui, forcément s'il se bat jamais, c'est qu'il doit être trop puissant et qu'Oda attend le bon moment pour le faire affronter des gens. Décidément, je les comprendrai jamais. Même ce personnage est entré en action et on a pu constater les armes que possède le gouvernement mondial et pourquoi il est si redouté par les habitants du Nouveau Monde, même par les empereurs.
Parce que oui, c'est une question peut-être un peu naïve que je me posais, si la plus grande force que possède le gouvernement mondial sont les amiraux et l'amiral en chef, pourquoi les empereurs ne sont pas partis en guerre plus tôt? Il devait forcément y avoir quelque chose de louche qui faisait que leur position dominante ne soit jamais perturbée. Même Shanks commence à sérieusement bouger. On aurait pu penser que son caméo à Wano était une manière d'Oda de nous rappeler que ce personnage existe, comme à la fin de Whole Cake Island par exemple, mais il semblerait que ce soit du sérieux cette fois-ci. Il rentre dans la course au One Piece, chose qu'il ne pouvait pas faire avant pour des raisons un peu obscures. Je pourrais parler de beaucoup d'autres personnages comme Weeble, le CP0, la Cross Guild, etc. Mais je dirais simplement qu'Oda rattrape son retard à ce niveau. Effectivement, comme Wano Kuni est complètement isolé du monde, c'était logique en termes de mise en scène qu'on n'ait pas de nouvelles des autres camps pendant que l'équipage y était. Les seules infos qu'on pouvait avoir se situaient entre les différents actes pendant la rêverie. Maintenant, on a l'occasion de voir où se trouvent des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et on sait d'avance qu'ils seront importants par la suite. Sinon, tout ce qu'on apprend dans cet arc sert pour l'instant à mieux comprendre comment fonctionne le monde de One Piece. Le personnage du Dr Vegapunk a cette fonction principale. Il a étudié pendant toute sa vie différents domaines et possède des réponses que lui seul pouvait donner aux héros, du moins pour que ce soit crédible. Parce qu'on savait d'avance que Vegapunk est un ancien criminel et qu'il n'a rejoint le gouvernement mondial que parce qu'il y trouvait un intérêt financier, pas par idéologie. Donc il peut donner des informations à n'importe quel camp, d'autant qu'on sait maintenant qu'il a un lien avec les révolutionnaires. En plus de ses recherches sur les fruits du démon, Vegapunk est aussi intéressé par l'histoire du siècle oublié, et si on en croit les paroles de Shaka, c'est peut-être ce qui fera le lien avec le prochain arc de One Piece. Quoi qu'il en soit, on a enfin le début d'une explication sur la trame de ce siècle. L'île d'Egghead semble reliée elle-même à ce qui s'est passé, et c'est pour ça que l'île appartient maintenant au gouvernement mondial. Dans l'ensemble, que ce soit sur Egghead ou ailleurs, les informations données par Oda permettent de confirmer ou d'infirmer des théories de fans qui existent depuis des années. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tout, One Piece arrive encore à nous surprendre. Parce que oui, Oda répond à certaines de nos questions, mais il nous en fait poser beaucoup d'autres. L'intrigue avance à un rythme assez soutenu et évidemment je ne pouvais pas esquiver tous les combats qu'il y a. C'est la première fois depuis Onigashima qu'on peut revoir le Gear 5 de Luffy et je pense vraiment qu'Oda a enfin trouvé le moyen de gérer les combats comme il le souhaite. Il a toujours voulu introduire des gags même pendant les affrontements finaux. Là il a réussi à faire d'une pierre deux coups. Chaque attaque de Luffy permet soit de créer un gag par une forme différente, on a eu le droit à une ref à Pac-Man contre Lucci quand même, soit de tourner ses adversaires en ridicule. En revanche maintenant on peut sérieusement se poser la question de l'importance des combats dans One Piece. Luffy étant devenu presque intouchable quelle que soit la situation, est-ce que ça sert encore à quelque chose de le confronter à des ennemis de base? Il y a de moins en moins de personnages capables de lui faire des dégâts et Oda a l'air de vouloir davantage enrichir l'univers qu'il nous propose. Donc on verra peut-être moins Luffy se battre par la suite, du moins une fois qu'ils auront réussi à s'échapper de l'île. En parlant d'elle, j'aime beaucoup l'aspect de l'île d'Egghead en elle-même. Après le thème du Japon féodal de Wano Kuni, on passe à la science-fiction et un thème globalement très futuriste. Oda s'amusait au début de l'arc à glisser des petites références à chaque chapitre. On a eu Goldorak avec le robot géant, Star Wars avec les sabres laser, dans un autre registre on a eu une ref à JDG avec la chemise de Jinbei, l'invention de Vegapunk pour partager les informations avec les Stellas et son idée de le partager au monde entier pour que tout le monde ait accès aux connaissances des autres, c'est littéralement une référence à internet. D'ailleurs ce que dit Jinbei quand il entend ça, ça peut vraiment être vu comme une critique des déviances d'internet. Je m'attendais pas forcément à ça dans One Piece. Ça va encore plus loin quand tout sur l'île semble se retourner contre les héros. J'ai eu une petite impression de 2001 l'Odyssée de l'espace. Là c'est purement mon impression, je l'ai lu nulle part sur internet et si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque à chercher des rêves partout. Sur le petit aperçu de l'île d'Erbaf qu'on peut voir, on peut remarquer qu'il y a un enfant géant qui ressemble beaucoup à Vic le Viking, et Oda a admis lui-même dans un SBS il y a très longtemps que c'est une des œuvres qui lui ont donné envie de faire One Piece. J'en loupe certainement, mais c'est toujours rigolo de constater que Oda fait des références à des œuvres qui l'ont inspiré pour devenir mangaka, et que comme d'habitude, il nous en a parlé plus de 20 ans avant. Alors qu'est-ce que je pense de cet arc? Eh bien je trouve que Egghead est un arc plutôt bien réalisé pour l'instant. N'importe qui le lisant peut sentir que les événements s'accélèrent, à contrario de Wano Kuni où on avait l'impression que le temps s'était arrêté à l'extérieur. Et finalement c'est tout ce qu'on attend du premier arc de la saga finale. C'est un fantasme de fans de One Piece de voir respectivement Shanks et Barbe Noire se battre à quelques chapitres d'écart. C'est une attente de très longue date d'enfin voir le Dr Vegapunk et on a un début de réponse à qu'est-ce que peut faire la marine contre des adversaires aussi puissants, avec l'apparition des Séraphins, forme hybride entre des lunariens, des corsaires et des copies de fruits du démon. Oda nous présente l'aboutissement de choses introduites précédemment, et il est fort à parier qu'à la fin d'Egghead, ou dans l'arc qu'il suit dans le pire des cas, on saura quels sont les plans de tous les personnages du manga. Si c'est le début de la fin, on doit pouvoir connaître ce que veulent les personnages, qui va s'allier avec qui, où vont aller tels personnages, et quels sont ceux qui vont s'affronter par la suite. Et malgré tous les points que j'ai cités, on ne perd jamais de vue ce qui fait un chapitre de One Piece. On a toujours autant de gags malgré les combats et la gravité de la situation, on ressent toujours une ambiance plutôt légère dans l'ensemble, et ça alors que Egghead était une véritable partie d'Among Us pendant quelques semaines à chercher qui essaye de tous les tuer. Bref, j'apprécie beaucoup ce que je lis et comme toutes les semaines depuis des années maintenant, j'ai hâte de voir où Oda va nous emmener. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur le dernier arc de One Piece. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quel est votre avis sur Egghead pour l'instant. Si vous aimez bien ce que je fais, vous savez quoi faire, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la, c'est la meilleure façon de me soutenir et de mettre mes vidéos en avant. Merci à tous pour votre soutien et d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine.